Bonjour à toutes et à tous. Alors il est donc 16 heures. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent. Je vous invite à utiliser les casques et les QR codes qui apparemment fonctionnent très bien. Si vous ne les avez pas, je vais faire de mon mieux pour me faire entendre du plus loin possible. Mais bon, c'est pas gagné. Apparemment, si vous scannez le QR code qu'il y a devant les chaises, vous allez sur l'appli ou le site et vous pouvez, avec vos écouteurs, avoir accès au contenu avec beaucoup de clarté. Donc je vous invite à scanner le QR code derrière votre badge, mettre les écouteurs de votre téléphone pour pouvoir entendre ce que je vais vous raconter. Ou pas. Bon, si vous êtes devant et que vous avez le petit retour, ça marche. Je vois de plus en plus d'écouteurs, là, ça m'a l'air pas mal. Et si vous n'avez pas d'écouteurs, il reste 2 sièges devant. Ça peut aider. Bonjour, venez, venez. Bon, eh bien, c'est parti. On y va ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel. Je suis CEO et cofondateur d'Ariani. Et aujourd'hui, nous allons parler d'économie circulaire. Nous allons réfléchir à la façon dont on peut allonger la vie des produits durables. Et je vais essayer de vous expliquer comment on peut utiliser une technologie qu'on appelle la blockchain pour arriver à cet objectif. D'abord, quel est le contexte ? Si on veut tenir les accords, les engagements des accords de Paris, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait, pour l'intégralité de la planète Terre, l'équivalent d'un Covid tous les ans pour arriver à être dans les objectifs. Et donc, d'une certaine manière, tant qu'on ne change pas un petit peu nos modèles de consommation, on ne peut pas arriver à rentrer dans ces objectifs-là. Le problème, c'est qu'on ne va pas, pour sauver la planète, mettre tout le monde au chômage. Il y a 2 sujets qui se confrontent. Et donc, la question de l'économie circulaire, le sujet de l'économie circulaire doit nous aider à apporter des réponses à ces questions-là. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on ne va pas parler de vêtements. Mais c'est une stat que j'adore. Il y a sur Terre de quoi habiller 9 générations d'êtres humains sans produire un seul t-shirt de plus. C'est quand même frappant. 9 générations de trucs neufs, hein, je veux dire, sans même parler de choses qui ne seraient pas en bon état. 9 générations. Et de la même manière, dans plein d'industries, on est dans une course à la nouveauté, à l'obsolescence programmée, à l'achat d'une nouvelle machine, de quelque chose de neuf, plus performant, différent. Et finalement, la question qu'on devrait se poser, c'est peut-être, et si on s'organisait pour essayer de garder les choses plus longtemps ? Si on essayait de mieux s'en servir, de les réparer, et lorsque vraiment on ne veut plus les utiliser, soit de les revendre, soit de les réemployer. Et si on est dans cette logique d'une économie ouverte, circulaire, qui augmente la durée de vie, on va avoir besoin potentiellement de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour permettre tout ça, pour le faciliter, pour avoir accès à de l'information. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la confiance dans les produits qu'on achète. J'ai besoin de savoir ce que j'achète, où est-ce que cela a été fait, combien de kilomètres cela a-t-il parcouru, quels sont les éléments qui composent. Mais peut-être que demain, on a besoin d'avoir de la confiance dans comment ce produit a été traité, qui s'en est occupé, est-ce qu'il a été réparé, est-ce que certaines pièces ont été changées, est-ce que je peux avoir confiance finalement dans la façon dont le cycle de vie après la production de ce produit a été traité. Et donc, l'enjeu finalement, hein, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un modèle de croissance qui ne nécessite pas le fait de vendre plus de produits ? Et donc, il y a une notion
dans l'économie circulaire qui est intéressante, qu'on appelle le découplage. Le découplage de la croissance de la production d'objets neufs. C'est-à-dire le fait d'arriver à croître quand même, à ne pas casser des emplois, à ne pas fermer des entreprises, mais sans produire plus d'objets neufs. Donc on a, je vous donnerai le lien tout à l'heure, on a écrit avec un ancien de la Fondation Ellen MacArthur une sorte de white paper sur le sujet. Je vais vous en donner quelques éléments avant de vous dire bon, comment la blockchain peut aider et contribuer à cela. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous invite à utiliser vos écouteurs et l'appli parce que alors sinon je crains que vous n'entendiez absolument rien. Donc quand on regarde la façon dont on pourrait s'y prendre, hein, comment on pourrait faire de la croissance sans vendre plus de produits? Alors d'abord, on peut améliorer la circulation des produits. On peut avoir un produit qu'on répare, on peut avoir un produit qu'on revend, on peut avoir un produit qu'on reconditionne. Donc à partir du même produit, on peut avoir une première économie. Ensuite, on peut avoir envie d'ajouter des services et de la valeur ajoutée par-dessus cette circulation. Ajouter de la valeur à la circulation, ça peut être des contrats de service, des extensions de garantie, de la location. On peut vouloir augmenter la valeur des produits dans le temps, en les améliorant, avec des modules de performance, en fournissant du contenu pertinent. On peut encore, peut-être un jour, dématérialiser complètement le produit. Alors, pour une machine à laver, je vous invite à la conclusion que ça ne sera pas très utile, mais peut-être que pour certains objets du quotidien, on pourrait éventuellement penser à ne pouvoir les utiliser que dans des environnements virtuels. Je voudrais revenir sur cette partie-là, qui est le gros de la pyramide. J'étais tout à l'heure à un événement qui s'appelle ProDurable et j'animais un atelier comme celui-ci avec un de nos partenaires qui est le groupe Fnac Darty, avec le directeur des services et de la réparabilité, avec qui on est en train de lancer un projet très sympa. On a pris tout l'électroménager que Darty avait implanté dans le village olympique pendant les Jeux olympiques. Et il y a une vente de ces 4000 produits. Et pour chacun de ces produits, on a ajouté un passeport digital qui raconte l'histoire de ce produit et qui dit qu'il était au village olympique. Donc, on était avec Régis Koenig pour parler de ce projet. Et il expliquait que le modèle de Darty aujourd'hui, c'est un modèle qui vise à vendre moins de produits. Leur objectif dans la vie, leur objectif de distributeur, c'est de vendre moins de produits. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens conservent leurs produits plus longtemps. Et donc, évidemment, leur impact carbone, l'essentiel de leur impact carbone, il est sur les produits eux-mêmes. Si quelqu'un garde un produit un an de plus, c'est 15% de CO2, d'impact positif de CO2. Donc, ça peut aller sur un client, 15% qui s'accumule par an. Donc, si j'arrive à allonger la durée de vie d'un produit de 3 ans, l'impact est majeur. Mais comment on fait ça sur le plan économique ? Eh ben, Darty, au lieu de vendre des produits, vend maintenant du service. Donc vous avez un service qui s'appelle Darty Max, où pour 12,99 € par mois, eh ben, on vient vous réparer vos objets chez vous, quoi qu'il arrive. Garantie, pièces et main-d'œuvre. Donc, objectif du distributeur n'est plus d'attendre la sortie du nouvel objet pour vous le vendre, mais de vous accompagner d'abord avec des réparations pour que vous le gardiez plus longtemps. Mais ensuite, il y a des drones donc, qui passent. Mais ensuite, évidemment, Darty va vous pousser à vous en occuper mieux. La plupart des pannes, hein, je crois que c'est 60% des pannes, sont dues à un défaut d'entretien. Donc, évidemment, on va offrir un service pour venir réparer, mais ensuite, on va vouloir accompagner l'utilisateur pour qu'il s'occupe mieux de son produit. Et donc, vous voyez que là, eh bien, on a la possibilité de concevoir une économie autour de la durabilité. Donc, il y a 2 prérequis pour arriver à faire tout ça. Hein. Il va nous falloir des données qui sont persistantes, c'est-à-dire qui durent dans le temps. Il va falloir que je puisse comprendre quand je suis face à un produit. Il va falloir que je puisse accéder aux informations qui le concernent, qui que je sois. Et il va falloir que je dirais que je puisse y accéder dans le temps, parce que peut-être cette réparation arrive dans je ne sais pas combien de temps. Et ensuite, il faut qu'il y ait de la continuité numérique. Il faut que je puisse
accéder numériquement à cette information parce qu'elle ne va pas être écrite sur l'objet. Et donc la pièce manquante, et c'est de ça qu'on va un petit peu parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un passeport numérique. Donc on va, vous allez en entendre de plus en plus parler, les 3 lettres DPP, Digital Product Passport, qui font partie d'une nouvelle vague de régulation en cours de conception au niveau de l'Union européenne et qui va, d'ici 2030, imposer à chaque produit, alors en anglais on appelle ça sustainable good, non pas parce qu'il est conçu de manière durable encore, hein, mais parce qu'il est durable dans le temps. Donc chaque produit durable sera ou devra être accompagné d'un passeport numérique. Un passeport numérique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données sur le produit, accessibles depuis le produit par un data controller. Qu'est-ce que c'est qu'un data controller? C'est un QR code ou une puce NFC, hein, pour faire simple. Hein, c'est un élément physique qui permet d'accéder à un contenu digital. Et à l'intérieur de ce passeport, il y a plusieurs couches. On va pouvoir accéder aux informations du produit, assurer sa conformité aux exigences réglementaires. Donc ça, c'est bien parce que avant même le choix et l'achat, on va pouvoir se renseigner et savoir si on est OK ou pas avec tel ou tel produit. Il y a une marque que je ne citerai pas dans le luxe abordable de mode qui a mis en place des modules pour raconter exactement comment sont faits les produits. Donc je suis allé voir sur le site. Il y a une robe en particulier, donc c'est une marque qui est plutôt positionnée sur la durabilité. Donc on clique sur cette robe et on s'aperçoit qu'elle a fait 32 000 km. Est-ce qu'on a envie d'acheter une robe qui a fait 32 000 km quand on sait qu'elle a fait 32 000 km? C'est pas évident. Donc tout ça, ça va pousser à quoi? À faire mieux que ça. Parce que petit à petit, avec toute la data qu'on retrouve par ailleurs sur les sites d'e-commerce, les gens vont s'apercevoir que quand ils vendent des produits qui ont trop voyagé ou qui ne sont pas faits de façon, qui ne sont pas éco-conçus, ils vont avoir une performance moindre. Donc évidemment, l'accès à ces informations va permettre d'améliorer les choix, ce qui va permettre d'améliorer les pratiques. Ensuite, on va pouvoir construire un historique détaillé du produit et des actions des parties prenantes. Alors là, évidemment, là où il y a énormément d'impact, ce sont les produits qui durent longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez le terme D3E, hein, les déchets électroménagers, électroniques, électriques. On est là dans des filières qui génèrent énormément de déchets. Je crois qu'il y a 8 millions de pièces de gros électroménagers qui sont jetées tous les ans. Est-ce qu'elles n'auraient pas pu durer plus longtemps? Est-ce qu'on aurait pu éviter, réemployer, recycler? Oui, certainement. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a besoin d'un historique. Un historique de la réparation, un historique de la vie, finalement, de tout ce qui s'est passé après l'achat. Combien de propriétaires y a-t-il eu? Est-ce que le moteur est neuf? Le filtre a-t-il été changé? Quand s'est terminée la garantie? En fait, tout ça, il n'y a pas de système d'information aujourd'hui dans lequel on peut venir écrire ces choses-là de façon ouverte. Et ça pose énormément de questions parce que si j'achète un produit Whirlpool chez Darty et que je le fais réparer chez le réparateur de mon quartier, le réparateur de mon quartier, il n'a pas le droit de venir écrire dans la base de données de Darty, ni dans celle de Whirlpool. Donc on va avoir besoin de nouvelles technologies, de nouvelles formes de bases de données et de systèmes qui permettent de collaborer autour d'une data. Et puis, évidemment, l'utilisateur, quand il fait réparer quelque chose, si j'achète quelque chose chez Darty et que je le fais réparer chez Darty, Darty, il connaît les réparations, il y a tout dans sa base de données. Moi, si je vends cette pièce sur le Bon Coin, tout ça, ça disparaît. La nouvelle personne, elle ne connaît pas. C'est complètement dissocié parce que Darty pense à son client, il ne pense pas à l'objet. Et donc, le fait d'utiliser, là encore, des technologies qui permettent aux gens de contrôler les données qui sont générées pour eux, on parle de propriété numérique, ça va permettre ce suivi, ça va permettre à moi d'avoir accès à ma donnée et de pouvoir en faire ce que je veux. Donc, finalement, le règlement ESPR dont je vous parle, hein, le régulateur, évidemment, s'est emparé de ce sujet. DPP, les passeports numériques, ça va entrer progressivement en vigueur entre 2027 et 2030. Ça a commencé par les textiles, les batteries, avant de toucher 100% des objets durables vendus sur le territoire européen d'ici à 2030. Donc vous voyez, c'est un changement majeur. Et
L'opportunité dont je veux vous parler aujourd'hui, alors on parle de tokenisation, alors on cherche les mots, hein, vous nous excuserez, mais on cherche avec ces nouvelles technologies basées sur la blockchain les bons mots pour expliquer qu'on travaille sur quelque chose qui est différent du cloud, qui est différent des serveurs habituels. Et donc, ce dont on va parler là, c'est de l'opportunité d'utiliser des blockchains pour permettre à tous ces cas d'usage d'émerger. Alors, l'idée, c'est donc d'avoir le passeport numérique qui regroupe les informations clés sur la vie du produit. Ça, vous l'avez compris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une blockchain comme base de données. On va utiliser une blockchain plutôt que du cloud comme une base de données, ce qui va permettre d'utiliser un système qui est nativement fait pour que plein de gens travaillent dessus. Qu'est-ce que c'est une blockchain? C'est une base de données dans laquelle les serveurs sont partagés entre des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des règles informatiques qui permettent à ces gens de collaborer alors qu'ils ont des intérêts divergents et qui leur permettent d'avoir des règles pour lire et écrire et posséder la donnée de façon simple, sans qu'il y ait une autorité centralisatrice. Donc, on voit bien qu'il y a les éléments là dont on a besoin pour mettre en place un passeport digital qui réponde aux enjeux qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Donc, un passeport digital qui permette de lire, ça veut dire quoi? À tout un chacun de pouvoir venir lire le contenu d'un produit, lire le contenu de comment il a été fait, où il a été fait, ce qui lui est arrivé, à n'importe quel moment de son cycle de vie, quel que soit, je dirais, ce qui arrive à la start-up qui a fourni la techno, à celui qui a payé le serveur, voire à la marque elle-même. Si le produit doit durer 50 ans, dans 50 ans, je dois pouvoir lire. Si je suis le consommateur, je dois pouvoir lire. Si je suis le réparateur, je dois pouvoir lire. Si je suis même le concurrent de celui qui a vendu, je dois aussi pouvoir lire parce que peut-être que c'est moi qui fournis le contrat de service. Je redonne l'exemple de Darty. Darty peut vous vendre un contrat de service Darty Max qui va couvrir des objets que vous avez achetés chez Boulanger. Évidemment que le réparateur Darty, quand il vient, s'il est face à un four boulanger, il faut qu'il puisse lire l'information. Donc, il nous faut un passeport digital qui permette de lire. Deuxièmement, et c'est là l'un des enjeux principaux, il faut pouvoir écrire dessus. C'est-à-dire que si je suis le réparateur, que je sois le réparateur indépendant du quartier de Darty, de Boulanger, je dois pouvoir écrire que tel jour j'ai fait telle réparation, je dois pouvoir la documenter. Et donc là, on comprend bien qu'il faut une base de données nouvelle. Je ne peux pas rentrer dans le système d'information de Darty. Je suis le réparateur du quartier, je ne vais pas demander une clé API pour avoir le droit de rentrer dans le système d'information de Darty. Le CISO, les gens en charge de la sécurité informatique vont évidemment fermer ces portes-là. Donc on a besoin d'avoir une capsule de données avec des règles qui permettent à différents intervenants dans une chaîne de pouvoir écrire. Et enfin, la tokenisation va aussi rendre possible le fait de posséder la data et de pouvoir la transférer le jour où je vends le produit. Donc, les trois avantages d'un DPP tokenisé, qu'est-ce que c'est? Parce que, évidemment, on va pouvoir faire des passeports digitaux de plein de façons. On va pouvoir faire des passeports digitaux avec du cloud, pour être clair. Et pour plein de produits, ça ira très bien. Je vous donne un exemple, mais je veux dire, pour des produits consommables ou alimentaires, l'important, c'est juste que je puisse lire l'information avant de l'acheter. Et puis, une fois que je l'ai consommé, je l'ai consommé. Pour des produits, en revanche, qui vont durer longtemps, là, j'ai besoin de persistance. J'ai besoin de stocker cette information quelque part où je ne dépends pas de qui paye l'abonnement Amazon. Je ne dépends pas de la survie éventuelle de la start-up qui a fourni. Je ne dépends pas non plus de la marque. Donc, on a besoin de persistance. On a besoin d'ouverture puisqu'on est dans des écosystèmes où il y a du monde. Je vais vous donner un exemple ensuite. Et d'interopérabilité puisqu'on a besoin de permettre à chacun de pouvoir agir. Un écosystème produit ouvert, interopérable et persistant. Donc, je vous donne l'exemple. Prenons l'exemple de ce qui se passe autour de l'électroménager. Donc, quand on prend l'électroménager, on a plusieurs acteurs. On a par exemple des distributeurs, on a des marques. Parfois, les marques vendent en direct, parfois elles vendent par le biais du distributeur. On a des services de réparation et d'entretien qui sont parfois fournis par les distributeurs, parfois par les marques, parfois par des indépendants. On a évidemment des éco-organismes qui captent
l'écotaxe et l'éco-contribution, et qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient en charge du recyclage. Sauf que maintenant, on leur demande, c'est le paradoxe, de recycler moins en faisant durer les produits plus longtemps. Donc, leur métrique qui était « j'ai recyclé plein de trucs », maintenant, il faut que l'année prochaine, ils disent qu'ils ont recyclé moins. Pas parce qu'ils ont bien travaillé, parce qu'ils ont fait durer les produits plus longtemps. Donc, des enjeux vraiment complexes. Hein. Évidemment, le régulateur qui donne la feuille de route de l'éco-organisme et des réseaux qui gèrent la seconde vie. Donc, ça, c'est l'écosystème de l'électroménager aujourd'hui. Donc, on comprend bien que si on veut de la continuité, si on veut résoudre la problématique clé et principale, qui est d'allonger la durée de vie des produits pour éviter l'obsolescence programmée, limiter les achats qui pourraient être évités grâce à un bon entretien, on a besoin de travailler dans un écosystème où il y a plein de monde et donc de proposer une architecture numérique ou une infrastructure qui soit nativement ouverte et interopérable. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a une opportunité d'utiliser la blockchain pour ce faire. D'accord ? Donc, alors qu'est-ce qu'une infrastructure de données partagées ? Ça a quoi comme avantage ? Pour l'utilisateur, c'est l'accès à tout moment de la vie, que je sois le premier ou le second utilisateur, à des informations sur la composition du produit. Des produits plus durables, parce qu'on va pousser les gens à bien s'en servir et à les maintenir eux-mêmes. Et puis, faciliter la revente. Pour les marques et les distributeurs, ça permet d'élaborer des services qui sont post-achat et qui contribuent à la circulation des produits, d'améliorer la durabilité, de garder une relation avec les propriétaires des produits, même quand ce n'est pas le premier, et de gérer des accès et des permissions en écriture du passeport. Évidemment, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment on obtient le droit d'écrire ? La gouvernance de la donnée, elle doit se faire par cet ensemble, par cette filière. Il y a un moment, c'est bien joli d'avoir de la technologie, il faut mettre les gens autour de la table et se mettre d'accord. Qui a le droit de faire quoi ? Comment j'obtiens une identité ? Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit d'écrire ? Et enfin, évidemment, pour la filière, c'est un standard de données. Un standard de données pour tous les acteurs, la possibilité d'enregistrer les éléments clés de la vie du produit et d'avoir un reporting par rapport au régulateur qui lui dit, oui, mon objectif jusqu'à présent, c'était de recycler plus, et demain, je vais recycler moins. Non pas parce que j'ai arrêté de bien faire mon travail ou de collecter, mais parce qu'on va limiter le rebut, on va limiter les objets qu'on amène jusqu'à la fin de la vie. On va en avoir moins parce qu'on s'en occupe mieux. Alors, quelques exemples. Donc voilà l'exemple, vous avez bien vu, hein, je file depuis tout à l'heure l'électroménager de façon assez claire. Hein. Voilà un produit, un frigo. On pourrait voir quand il a été acheté. On pourrait voir quand ce filtre à eau a été remplacé. Un diagnostic a été effectué, puis il a été revendu en seconde main. Voilà une information dans une économie circulaire qui a énormément de valeur. Évidemment, ça sera important aussi de savoir où est-ce qu'il a été conçu, combien de temps il a voyagé avant ça. Mais la durabilité, c'est là qu'elle se situe, sur ce qui se passe après la première vente. Donc ce passeport, hein, on le voit ici, je vous ai expliqué, il a aussi toute la documentation produit, les eurodatages d'événements comme on voit là, mais c'est aussi une base pour des services additionnels. On va peut-être pouvoir pousser en push dessus des recommandations de maintenance. Les droits d'écriture, je vous en ai parlé. Et tout ça, ça donne quoi ? Ça donne une nouvelle data, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on crée ? On crée une base de données ouverte, interopérable, de produits qui durent, qui est partagée entre des gens qui ont des contraintes, on va dire, ou des intérêts parfois qui peuvent être divergents, mais qui, pour autant, partagent un système de données commun. Je crois que j'ai même une démo. Je ne suis pas sûr. Ah oui, si. Voyons. On va voir si ça marche, mais... Donc là, on imagine une cafetière qui n'a pas de passeport digital encore. Et elle va être récupérée par un centre de réparation et de remise sur le marché. Donc là, c'est pour montrer que ce passeport, on va pouvoir le mettre aussi sur le stock existant. Donc là, ce réparateur, il a une identité, il est connu, il a le droit d'écrire. C'est la première fois qu'il rentre en contact avec cette cafetière. Donc il va créer son passeport digital. C'est le premier à lui donner une identité. Il va le créer, voilà, de façon assez simple, il peut reconnaître le modèle. Et ça va être le premier à lui donner un eurodatage, puisque c'est lui qui fait cette réparation. À la fin de cet eurodatage, il a une petite imprimante à QR code. On va le voir juste après. Et il va mettre à l'arrière un petit QR code qui commence à raconter l'histoire de
de cette cafetière. Je vais finir par y arriver. Donc là, on voit la fin de l'expertise. J'ajoute la réparation, je finalise. Le passeport digital est validé. On voit que c'est très simple. Tout ça, là, là, je vous montre une forme d'interface, mais ça existera dans les outils métiers hein, des réparateurs avec des API. Il n'y a pas besoin d'applications supplémentaires. Hein. Tout ça va rentrer. Et donc, à la fin, bah, le réparateur colle le petit sticker. Et à partir de maintenant, on peut accéder à toute l'info de ce produit à partir de son historique. Donc, ah non, là, je me perds. Hop, hop. Donc voilà un petit peu l'idée. La démonstration, là, l'idée, c'est de vous montrer que, évidemment, on va partir de loin parce que quand on va commencer à mettre des passeports digitaux sur les produits neufs, il y a des stocks incroyables qui sont chez nous. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on va pouvoir créer ces passeports digitaux et créer ces identités à différents moments de la vie hein, pour avoir de plus en plus de données sur les produits existants et neufs. Quelques mots à propos d'Ariani avant de vous passer la main pour des questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait des passeports digitaux. On fait des passeports digitaux différents des autres parce qu'ils sont ouverts et interopérables. Et ils sont donc particulièrement adaptés aux produits durables, produits B2C durables, donc électroménagers, automobiles, produits industriels, donc des actifs industriels qui ont besoin de conformité, de réparation. Et le monde dans lequel on a commencé, j'y viendrai avec les références, qui est le luxe, puisque on est le leader sur le segment de l'horlogerie. On a plus de 10 des 30 top marques d'horlogerie au monde qui créent des passeports digitaux avec notre technologie pour chacune des montres qui sont produites et vendues partout dans le monde. Ce qui donne à peu près un peu plus de 2 millions d'objets dans le monde vendus qui sont déjà accompagnés d'un passeport digital. On a une quarantaine de marques qui travaillent avec nous et déjà plus d'1 million d'événements, hein, ces écritures, ces dates de vente, ces réparations qui ont été enregistrées. Vous imaginez, c'est la nouvelle base de données ouverte de l'économie circulaire. Quelques-uns de nos clients, donc Fnac Darty, Groupe Richemont, Breitling, des instruments de musique, Buffet Crampon, Mugler, un réseau de partenaires, intégrateurs et technologies diverses et variées qui permettent d'utiliser ce qu'on fait. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter sur ces enjeux, la possibilité de basculer vers une économie circulaire en allongeant la durée de vie des produits et de contribuer à cela avec une technologie qui permette de le faciliter. Donc voilà, je vous remercie. Et puis je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour des questions, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas vraiment le timing, mais je crois que oui. Voilà. Bonjour. On m'entend pas? Si, moi je vous entends. Vous m'entendez. Merci pour cette présentation. En fait, j'avais une question concrète sur comment vous résolvez la mise en œuvre sur une blockchain. Déjà, quelle blockchain? Et on sait que toutes les opérations sur blockchain coûtent quelque chose, un token ou quelque chose, enfin une fraction de token. Voilà, donc c'est un peu ma question. Voilà. Avez-vous fait vos choix? Vous montez votre propre blockchain et, enfin, d'un point de vue technique en fait. Oui, je vous remercie. Donc évidemment, une blockchain, c'est un peu plus compliqué que d'un abonnement chez AWS. C'est vrai que c'est une infrastructure qui nécessite des nouveaux standards, des codes, et c'est une infrastructure dans laquelle on paye les transactions à chaque fois qu'on les fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre quelque chose dans la base de données, on paye un petit fees qui paye l'inscription, mais aussi qui paye l'infrastructure, qui finance les gens qui la maintiennent. Donc, d'abord, quel choix on a fait? Premier choix qui a été fait, c'est de travailler sur des blockchains qui sont efficientes en termes environnementaux, en termes de performance, de scalabilité et de coût. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on travaille en particulier avec une blockchain française qui s'appelle Tezos, qui a créé une couche qui est compatible avec les meilleurs standards d'Ethereum. Et donc, on travaille là-dessus. Donc ça, c'est un choix sustainable, c'est un choix efficient, c'est un choix de scalabilité. Ensuite, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a besoin d'avoir des couches d'abstraction pour pouvoir faire interagir le système d'information d'une entreprise avec ça. Première couche, c'est de créer du code sur la blockchain qui simplifie les choses et qui automatise.
Deuxième couche, c'est de créer des API par-dessus qui permettent à n'importe quel système de venir travailler simplement. Donc en fait, c'est notre métier de créer les couches fonctionnelles, applicatives et d'abstraction qui permettent de rendre tout ça possible. Oui, en complément sur la partie environnementale, est-ce que vous avez mesuré l'impact de la blockchain par rapport au système? Parce que ça donne le tournis quand on multiplie par le nombre d'équipements. Et est-ce négligeable ou est-ce significatif? Alors, on l'a évidemment mesuré. Vous savez, j'ai cette question à toutes les conférences. Malheureusement, il y a énormément de bad buzz sur le sujet des blockchains pour une raison. C'est qu'on se base sur le fonctionnement de Bitcoin, qui est une blockchain qui a été créée pour offrir une alternative monétaire au dollar. Et donc la façon dont elle fonctionne est faite pour que le gouvernement américain ne puisse pas la débrancher. Et donc, pour qu'elle marche, il faut mettre des ordinateurs qui font une preuve de travail, une preuve de muscle. Et donc ça, c'est très, très inefficient. Nous, on travaille avec des blockchains qui font une preuve d'engagement. Les personnes qui contribuent n'ont pas besoin de mettre beaucoup de processeurs. Donc, ça divise par plus de 100. Hein, ça devient, si vous voulez, je crois que l'intégralité de la blockchain Ethereum utilise 0,01% de ce qu'utilise YouTube tous les ans. Ça reste énorme, mais enfin, personne n'a interdit YouTube. Et je pense que les problèmes qu'on règle là sont plus importants. Ensuite, ça, c'est juste Ethereum. Nous, on va utiliser le langage Ethereum sur des blockchains encore plus efficientes. Donc, de toute façon, on est dans un monde dans lequel chaque chose en plus pourrait être une chose en trop, sauf si elle règle des problèmes. Donc, oui, on mesure. Et je serais ravi de vous envoyer toutes les infos pour que vous puissiez le vérifier. Mais quand on travaille sur Etherlink, par exemple, qui est la couche Ethereum compatible de Tezos, on est sur vraiment un impact extrêmement réduit, extrêmement faible, qu'on peut quantifier, qu'on a étudié. Et puis je peux vous dire, on bosse avec Darty, avec Richemont, etc. On est extrêmement challengé et on peut démontrer ces choses-là. Maintenant, voilà, c'est du numérique. De toute façon, il faut faire tourner des serveurs. Et donc, ça pose une vraie question. Il faut vraiment se demander à chaque fois qu'on met un service numérique en plus, est-ce qu'il règle plus de problèmes qu'il n'en crée? On pense que oui. Est-ce qu'on a... Oui. Merci beaucoup. Comment on envisage, enfin vous envisagez d'éduquer la population, pas forcément que les réparateurs, notamment avec Darty? Est-ce que vous avez un programme d'éducation des clients pour qu'ils sachent, par exemple, comment revendre sur le Bon Coin ou des choses comme ça? Oui, bah, alors, on est passé par plein de phases dans l'histoire d'Ariani. Au début, il fallait vraiment que chaque client active. Ça ne pouvait pas marcher s'il n'y avait pas une activation du client. C'est très, très difficile. Ça marche très, très bien quand les marques sont très intégrées, qu'elles ont leur propre boutique. Là, on arrive à 70-80%. Mais dès qu'on est dans la distribution, c'est quasiment impossible. Le cas d'usage d'Arty que je vous ai présenté aujourd'hui, il ne met pas le consommateur vraiment au cœur du truc. C'est-à-dire que ça devient un outil B2B2C. C'est-à-dire le réparateur, il peut y accéder. Peut-être que... En fait, ce dont on s'est aperçu, si vous voulez, c'est que les consommateurs n'interagissent avec ça que le jour où ils en ont vraiment besoin. Le jour où ils en ont vraiment besoin, c'est quand il y a un problème ou quand on veut revendre. Il ne faut pas que ça soit conditionné à une action le premier jour. Le jour où j'achète quelque chose, j'imagine pas ni qu'il va tomber en panne, ni que je vais m'en débarrasser. Donc avoir une action liée au futur problème ou transmission, ça, il fallait l'enlever. Ensuite, le jour de la réparation, c'est le réparateur qui va venir scanner. Et d'ici là, dans les 2 ou 3 prochaines années, il va falloir qu'on mette en place les éléments pour expliquer aux gens comment faire. Je revends, je scanne, qu'est-ce que je fais, comment ça marche. Donc il y a évidemment de l'éducation. Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais donc on a, pour lancer un petit peu cette idée d'éducation, la première opération qu'on a réalisée avec Darty, c'est donc la mise en vente des 4000 pièces de gros électroménagers qui étaient dans le village olympique pendant les JO. Donc vous avez la possibilité d'acheter peut-être le four de Teddy Riner, si tant est qu'il soit allé au village olympique, ce qui est presque une autre question. Et donc là, dans l'historique du passeport, eh bien, on a horodaté le fait que ces pièces d'électroménager étaient bien
dans le village olympique. Et donc c'est aussi une façon de raconter l'histoire du passeport avec un événement d'histoire, je dirais, positif, autre que « Ah tiens, mon filtre a cassé, il a été réparé » ou bien « J'ai fini par revendre ce truc pour en acheter un mieux ». Mais oui, gros enjeu d'éducation, bien sûr. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, bonjour. J'avais une petite question concernant le passeport en lui-même. Je voulais savoir si vous ne craignez pas qu'il devienne un frein à la consommation de par l'historique qu'il pourrait comporter. Bah, c'est une vraie question, hein. Il y a un certain nombre de marques qui peuvent être réticentes à enregistrer toutes les réparations. Je donne un exemple, hein, mais si je suis ah oui, il faut avoir des écouteurs. Ah ouais. Si je suis une marque de luxe et que en fait on s'aperçoit que l'objet à X milliers d'euros, il va en réparation tous les 4 jours, c'est quand même pas extra en termes de brand equity. Donc moi, nous, qu'est-ce qu'on, enfin, je veux dire, il va falloir une action concertée, hein. Il y a de la régulation qui pousse. De toute façon, il va en falloir un passeport pour tout. Bon. Ensuite, il y a des marques qui vont être à l'avant de cette démarche parce qu'elles ont la volonté de travailler sur la durabilité. Voilà. Et oui, il va falloir accepter. J'avais ces discussions tout à l'heure à ProDurable. Si j'ai 2 téléphones en face de moi, dont un qui a une batterie qui ne vient pas d'être changée, est-ce que je ne vais pas préférer celui dont la batterie est neuve? Pourtant, l'autre est peut-être parfaitement fonctionnel. Donc cette nouvelle transparence, elle va amener à des choix. Il va falloir l'accompagner. Merci. Oui, il y a une question là. Je vais faire passer. Merci. C'est pas une question, en fait, c'est un témoignage. Je travaille pour la société Buffet Crampon et on utilise aujourd'hui Ariani et ça fonctionne très très bien. On est dans le luxe, on fabrique des clarinettes et il y a un suivi. Et aujourd'hui, toutes nos clarinettes sont équipées d'un passeport numérique avec Ariani. Voilà. Merci beaucoup. Non, moi je ne savais pas, c'était absolument pas prévu, mais c'est très agréable. Merci beaucoup. Je suis venu par hasard ici, c'était pas prévu que je fasse cet atelier. Alors, il y a une question là, je vous la donne à haute voix sur le business model. Bah, nous, évidemment, il y a 2 façons de voir les choses. Donc, l'avantage d'une blockchain, l'avantage des blockchains, c'est qu'on peut interagir directement avec elles pour écrire de l'information dessus tout en payant l'infrastructure. Sauf que pour faire ça, il faut savoir s'en servir, il faut savoir manipuler des jetons de paiement. Ce n'est pas extrêmement simple. Donc, nous, notre technologie, n'importe qui peut l'utiliser si on sait faire ça. Et là, il n'y a pas d'abonnement, rien à mettre à l'avance, on paye à la consommation, mais il y a une marge technologique. Et à côté de ce code open source, on a une société qui vend des API avec des abonnements, avec des minimum spend, où là, il faut s'engager un peu plus, il faut payer un peu plus cher, et on gère l'abstraction. Donc, et ça me permet juste d'insister sur un point que je n'ai pas assez abordé. 100% des fonctionnalités Ariani que vous avez vues là sont open source. Le code est géré par une association loi 1901 à laquelle participent toutes les marques que vous avez vues. Donc au board, il y a Richemont, Fnac, Moncler et Breitling. Et il y a plus de 40 marques qui sont dans l'association pour construire le bien commun. Donc ça, c'est de l'open source payable à la consommation sur la blockchain. Et à côté, il y a une société dans laquelle BPI est investisseur, avec des investisseurs privés, qui vend des services d'abstraction en mode SaaS pour utiliser tout ça facilement. Donc c'est un modèle qu'on appelle Open Core, donc je vous aurais tout fait aujourd'hui, hein, avec de l'open source au cœur et du SaaS autour. Le SaaS n'ayant de propriété intellectuelle sur aucune des fonctionnalités clés. C'est vraiment important. C'est la propriété intellectuelle d'une API pour utiliser un service open source, il n'y a pas de propriété intellectuelle de l'API, on s'en fout complètement. L'important, c'est le code au cœur. On est bon? Eh bien, écoutez, un très grand merci. Merci d'être venu, merci de vos questions et de votre attention. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci.